Bah, en vrai, ça c'est hyper intéressant et je pense que Bourdieu il y répond en partie dans son article. En fait, lui, ce qu'il dit, c'est que, bah, comme on l'a dit plus tôt, genre il y a trois postulats. Donc, en fait, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était que ces trois postulats, je vais résumer ça rapidement. En gros, ce serait l'idée que tout le monde a une opinion, tous les avis se valent et il y a un consensus sur les questions qui méritent d'être posées. Un peu ces trois postulats-là. Et en gros, ce que dit Bourdieu, c'est que ils sont jamais réunis et que si c'est pas réuni, ça aboutit à une situation où en fait l'opinion publique elle est pas mesurée, elle est créée de toutes pièces. Et là on a un problème parce que c'est celui qui va poser la question qui crée une donnée et en fait qui crée un débat public sur la question et c'est tout l'enjeu des entrepreneurs de morale etc et de tous les gens qui veulent imposer des thèmes à la société, c'est qu'ensuite Tu peux ça rappeler débouche. le terme entrepreneur de morale rapidement Comment définir ça Entrepreneurs de morale, c'est c'est des groupes de personnes qui peuvent se constituer en action collective pour imposer des thèmes au sein de la société. En gros, faire émerger des thèmes dans le débat public, etc. Et c'est pas forcément négatif, ça peut même être plutôt progressif. Parce que là, je le dis dans un angle assez négatif vu que je parlais des sondages. Mais en vrai, ça peut être bien. C'est même utile à la société. Et moi, ce que je trouvais intéressant dans ces trois postulats, c'est que en fait, ces trois postulats, ils reposent sur des valeurs démocratiques. C'est-à-dire que l'idée que tout le monde a une opinion, ça revient à cette idée de tout le monde est citoyen, tout le monde est égaux, tout le monde est capable de prendre en main la chose publique, cette idée un peu d'universalisme, de tout le monde est français, etc., tout le monde est sur le territoire, bref, tout ce qu'on veut. Cette idée d'égalité dans la manière de considérer la chose publique. Pareil pour tous les avis se valent, ça ressemble au vote, cette idée que un vote égale une voix, dans l'isoloir on est tous égaux techniquement. Donc il y a un peu cette idée de l'avis que tu donnes, il vaut autant. Et en fait, ce que je trouve intéressant avec ces deux postulats, c'est que en fait, ils sont pas vérifiés. Et Bourdieu, il le dit. C'est-à-dire que tout le monde a une opinion. Bah non, ça dépend des enjeux de capitaux culturels, par exemple, rien que ça. Parce que lui, c'est sa notion, donc il le voit partout. Mais c'est vrai. Puis il y a la manière dont tu vas te sentir compétent sur la question, la légitimité que tu vas te donner ou que tu vas même pas conscientiser, mais tu vas te sentir légitime et compétent à répondre à la question. C'est pas le cas de tout le monde. Et pareil, sur tous les avis qui se valent. Bah là, on reprend sur l'idée des entrepreneurs de morale, mais non, tous les avis n'ont pas le même poids dans la société. Et ça, c'est très lié à ce qu'on disait plus tôt. C'est des enjeux d'argent. Tous les avis, non, ne se valent pas et ne sont pas valorisés, en tout cas, de la même manière. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est ça qui donne de la légitimité au sondage, au-delà du nombre de gens qui sont interrogés, qui ça, en soi, en plus de l'aspect scientifique du chiffre et mathématique et technique, etc., c'est l'idée de la quantité. Beaucoup de Français pensent ça, donc c'est vrai. Après, bon, c'est peut-être pas forcément faux, c'est aussi ça le jeu de la démocratie. Faut quand même accepter les choses telles qu'elles sont. Mais je trouve que c'est aussi sur les fondations du sondage qui, en fait, captent une forme de légitimité démocratique qui est, en fait, artificielle et créée, et bref, bien utile pour beaucoup, quoi. Et du coup, effectivement, ce que tu mets en avant, c'est vraiment cette idée qu'en fait, le sondage, il est légitimé par deux manières, qui est l'aspect technique et l'aspect représentativité, en fait. Et du coup, je trouve que ça a beaucoup de conséquences, qui est que le sondage en vient presque à éclipser d'autres formes d'action collective. C'est-à-dire que on va pas faire des cours sur c'est quoi la démocratie. Oui. La démocratie ce n'est pas que le vote. Ça peut être c'est tous les corps intermédiaires, c'est les syndicats, c'est etc. par exemple. Et de ce fait, le sondage tend à éclipser ces autres modes. Et quand on regarde, par exemple, le traitement médiatique d'une manifestation, par exemple, sur une grande chaîne, etc., très vite, on va voir apparaître un sondage. Et ce qui va être légitimé, c'est le résultat de ce sondage, c'est qu'est-ce que les Français en pensent. Et on sait ce que les Français en pensent, on connaît tous les biais qu'il y a derrière, en fait. Et c'est pas forcément ce que pensent les gens dans la manifestation, par exemple. C'est ça. Et du coup, c'est, je trouve, un jeu très dangereux en démocratie, qui est de délégitimer toutes ces formes d'action collective, en fait, qui sont synonymes, de démocratie. Dans ce que tu disais, moi je voulais souligner aussi l'aspect direct des sondages. On a vraiment l'impression qu'on s'adresse directement aux Français et de manière immédiate.
Et ça, c'est renforcé par tous les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui. Mais je trouve que vraiment l'immédiateté du sondage, donc quand on parlait du temps et de l'accélération du temps, c'est aussi un vecteur d'autorité dans le sens où dès le lendemain, on peut avoir l'avis des Français sur la déclaration de, je sais pas, Bruno Retailleau qui dit une folie à Marseille, tu vois. Et ça, je trouve ça trop intéressant. Et moi aussi, ce que je voulais souligner, c'est un peu ce que tu dis vis-à-vis de l'action collective. Enfin, l'idée que le sondage pas remplace, mais prend peut-être plus de légitimité que d'autres formes d'action collective. Moi, je voudrais limite souligner le fait que peut-être que les sondages aujourd'hui et l'interprétation qu'on en fait, la manière dont on les utilise, je pense surtout sur le plan médiatique et politique, peut-être qu'ils en fait prennent plus de légitimité que le vote lui-même. Ouais. C'est-à-dire que là, on a un bel exemple de ce qui s'est passé en juillet dernier avec la dissolution. C'est-à-dire que non seulement tous les sondages prédisaient Bardella Premier ministre, voire même une majorité absolue du RN, ce qui n'est pas du tout produit dans la réalité, mais surtout, on continue de donner de la valeur au sondage malgré le fait qu'il se soit trompé, mais super trompé, alors que le fait que le vote des Français et l'ordonnancement du vote, c'est-à-dire en premier la coalition de gauche Nouveau Front Populaire, puis la coalition de Macron, je sais pas comment elle s'appelle, Ensemble pour la République, un truc comme ça. Maintenant ils appellent ça le socle commun. Voilà, donc ça. Et ensuite le RN, même ça n'a pas été respecté par le gouvernement, le fait de nommer Michel Barnier, etc. Et il y a eu une entreprise médiatique pour justifier ça. Et en fait, c'est fou parce que le vote des Français, qui est quand même une expression démocratique, mais limite primaire dans la société, puisque c'est ça qui socle, qui même donne la légitimité au pouvoir public, et cette légitimité-là, elle est moins forte et elle a été moins protégée d'une certaine manière que celle qu'on accorde à des sondeurs qui se sont mais plantés et qui se plantent régulièrement en fait. Et ça me fait penser à plein de choses. Déjà, il y a la question de l'exactitude en fait, du sondage. J'avais lu un article qu'on mettra en description de la vidéo. Comme toutes nos références, elles qui seront toutes. Bien évidemment. Qui signalait justement que, par exemple, je crois que c'était 6 mois, il y a déjà avant une élection, 6 mois avant, il y a des sondages sur qui c'est qui va gagner l'élection. D'un point de vue de recherche, on se dit que c'est bizarre cette question, parce que 6 mois, il peut se passer beaucoup de choses en 6 mois. Bah oui. Mais il y a quand même des sondages sur ça, et que finalement, les sondages se trompent 7 fois sur 8. Ce qui est énorme. Ce qui montre que le sondage en tant que tel n'est pas là pour forcément avoir des hypothèses solides et regarder si ce qui va se passer, en tout cas, il n'y a pas de pouvoir de prédiction. C'est un pouvoir plutôt de création de données ou de création d'informations, comme on en a déjà parlé précédemment. Je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est que, ce que dit le sondage, c'est pas forcément vrai. En tout cas, c'est pas trop susceptible d'arriver, on le sait. C'est assez fou quand même. Enfin, c'est fort ce que... à quoi ça sert, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, la question, c'est maintenant à quoi ça sert, et quoi. À quoi ça sert. Et peut-être, avant de dire à quoi ça sert, dire... En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un écart quand même entre ce qui est dit dans les sondages et ce que dit la société. Encore, pour Dieu, serait pas d'accord avec cette formulation-là. Mais quand on regarde, par exemple, comme tu disais, le RN qui, dans tous les sondages, était au top de sa forme, allait gagner les législatives, c'est pas ce qui s'est passé. Ça interroge, en fait, sur ces sondages-là. Et ça interroge aussi sur la place qu'on accorde, nous, dans l'analyse, pour faire un peu de la méta-analyse, aux sondages. C'est-à-dire, est-ce que ces sondages ont un réel pouvoir d'influence ? Parce que l'exemple, c'est que ces dernières élections, les sondages se sont absolument trompés. Et donc, est-ce que finalement ces médias, est-ce qu'il n'y a pas un médiacentrisme dans l'analyse, de dire les médias, ils ont un pouvoir d'influence absolument. Et alors, c'est les thèses de Tiberi, je ne suis pas non plus le plus au point sur ça, mais qui parle effectivement de ce phénomène. Ouais, peut-être qu'on peut transitionner vers la troisième partie via ça, mais en fait, avant le à quoi ça sert des sondages, puisqu'ils se trompent souvent, etc., et que, en fait, je pense qu'ils ont une utilité, et en fait, l'utilité, ce serait de les déconnecter du temps politique. En fait, mais ça reviendrait peut-être à faire de la recherche finalement, mais cette idée de pourquoi faire ça 6 mois avant l'élection et pas justement à un moment où c'est plus pertinent pour les gens. En fait, on pense pas aux gens qui vont répondre au sondage, ni même aux gens qui vont consulter le sondage. On pense aux gens qui l'utilisent directement. Et donc c'est pas à quoi ça sert, mais qui ça sert. Et là tout de suite les sondages, qui est-ce qui servait ? Des intérêts politiques,
les politiques eux-mêmes. Enfin, en vrai, l'exploitation des sondages, c'est aussi en premier lieu les politiques qui le font. Et enfin, la classe médiatique qui, en fait, sert aussi des intérêts économiques, et ça, on l'a dit plus tôt. Mais moi, ce que je voulais dire, peut-être que ça peut être la transition avec Vincent Tibéri et l'ouvrage qu'il a sorti en 2024, enfin cette année, en septembre, qui en fait parle d'un mythe de la droitisation. Donc l'idée que la France se droitise, c'est pas quelque chose que lui vérifie avec ses propres calculs et ses propres analyses longitudinales, quantitatives, bref, des termes de méthodologie, quoi. Mais en gros, l'idée que, oui, on a une forme de forcing médiatique sur certains thèmes qui en fait ne correspondent pas au quotidien des Français et en fait surtout ne correspondent pas aux besoins des Français. Et moi ce que je trouve intéressant c'est que on a une demande démocratique au sein de la France qu'on a vu dans plein de manifestations, typiquement les Gilets jaunes qui sont aussi très étudiés en sciences sociales, etc. et qui ont été un phénomène assez spécifique et qui a surpris beaucoup de gens, que comment ce mouvement peut tenir dans le temps, etc. Et en fait, tu as l'idée que les Français vont continuer à faire de la politique, juste pas forcément dans les cadres prévus historiquement pour ça, c'est-à-dire les partis politiques par exemple. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a une demande démocratique à laquelle le sondage pourrait répondre, puisque c'est une forme de démocratie plus ou moins directe, on te demande ton avis sur différents sujets. En vrai, ça peut être une forme, sur le papier, ça peut être pas mal, tu vois. Mais en fait, les sondages ne vont pas répondre à cette demande démocratique-là, mais elles vont répondre à des demandes économiques et des demandes en fait, d'instituts, de personnalités, de médias, qui en fait sont déconnectés en fait, non pas du quotidien des Français dans un temps, peut-être, même certainement, mais surtout des besoins des gens. Et donc ça, en fait, qu'est-ce que ça veut dire en démocratie quand on ne prend plus en compte le besoin de, finalement, cette opinion publique qu'on prétend connaître. En gros, pour revenir sur ce qu'on disait sur Vincent Tibéri, son nouveau livre, lui, il parle du fait que en fait, il y aurait une droitisation d'en haut, et ce que lui, il considère par en haut, ce serait plutôt la classe politico-médiatique, et contrairement à des grandes tendances en fait, au sein de la population française, qui, elles, sont dans une certaine forme d'alignement avec des valeurs traditionnellement de gauche. Et donc lui, il a mesuré 3 grandes variables, entre guillemets. Il a mesuré la tolérance, les évolutions culturelles des Français, et enfin la manière dont les Français considèrent les inégalités socio-économiques. Sachant que la différence entre la tolérance, ce serait dans le rapport à l'autre et les enjeux de racisme, si je me souviens bien. Et par exemple, les évolutions culturelles, ça porte sur un domaine beaucoup plus vaste, c'est-à-dire par exemple le rapport à l'homosexualité, à la sexualité, au féminisme, etc. Et bon, évidemment, le rapport à l'autre et à l'inclusion. Et en fait, lui, ce qu'il note, c'est que ces grandes tendances qui, lui, a analysées depuis près d'une trentaine d'années, donc sur le temps long, avec une masse de données conséquente, la synthèse de beaucoup d'ouvrages de sciences sociales et de son propre travail, c'était que, en fait, il remarque que ces grandes tendances-là, elles vont vers plus de tolérance, vers plus d'acceptation culturelle et vers une contestation ambivalente des inégalités économiques qui sont liées au cycle politique. C'est-à-dire qu'on va plus ressentir les inégalités économiques quand on est un président de droite. C'est pour ça que, par exemple, sous Sarkozy, ça monte. On est lié Hollande, le rapport aux inégalités économiques baisse parce qu'il y a la gauche soi-disant au pouvoir. Et ensuite, ça remonte. Et depuis le cycle Macron, c'est un peu plus compliqué à évaluer, mais en gros, il y a cette idée de sinusoïde bizarre. Mais bon, en gros, l'idée qu'on va vers une contestation sociale plus forte. Et lui, il dit pourquoi ça se traduit pas dans le vote, pourquoi c'est le RN qui fait 10 millions de voix en 2024. Lui, il estime que c'est à cause de 2 choses. La manière dont on politise les valeurs, la manière dont dont cette politisation des valeurs peut modifier les enjeux et la hiérarchie des enjeux des gens. Et ensuite sur évidemment l'abstention massive qu'ont connue ces 2 élections, même si c'était les premières législatives avec autant de participants. Et d'ailleurs, je pense que les sondages ont peut-être joué dans le fait que les gens se sont mobilisés parce qu'ils ont cru que le RN allait gagner. C'est ça, et moi j'ai un effet retour. Ou vice-versa, les électeurs qui pensaient peut-être pas voter pour le RN se sont dit « Ah, ça peut peut-être marcher », donc ils ont voté. Peut-être aussi, parce qu'il y a eu une surmobilisation aussi. Ouais. Bref, voilà. Et pourquoi on disait tout ça déjà ? Lui, ce qu'il conclut, c'est qu'il y a une richesse politique dans ce pays qui en fait va s'exprimer de toute manière.
Et donc on n'a pas une démission politique du peuple français, contrairement à ce que certains sondages pourraient dire, par ailleurs. Mais on a bien plutôt une prise de distance avec les sphères partisanes et les partis politiques. Démission politique, ça voudrait dire que les gens s'intéressent plus à la politique. Ouais, en mode comme si le phénomène d'abstention représentait que le fait que les gens ne veulent plus s'intéresser à la politique. Parce que je pense que c'est pas la même nature. Se dire que mon vote ne changera plus rien, donc j'en ai marre de voter, c'est pas la même chose de je me désintéresse complètement de ce qui se passe dans mon quotidien. Mais tu peux aussi te désintéresser des enjeux de parti, parce que c'est vrai qu'à la longue, c'est un peu lourd. Et je trouve que du coup, encore une fois, on pourrait renverser un peu le raisonnement et dire que le sondage répond aussi à cette configuration de l'électorat, c'est-à-dire l'augmentation de l'abstention fait aussi qu'en fait, dans les corps intermédiaires ou même des échelles gouvernementales, etc., on a moins d'écho aussi de ce que pensent les Français, parce qu'en fait, quand on a des abstentions à 40-50%, on a quand même la moitié de la population, on ne sait pas ce qu'elle pense. Donc ça représente aussi à la fois un risque et une opportunité politique pour tout ce personnel politique. Et je pense que du coup, le sondage, il vient répondre aussi à cette demande, à cette conjoncture-là de il faut qu'on connaisse la vie des Français, parce qu'en fait, on l'a plus. Et avant, on avait peut-être, on avait ce rapport-là, parce que les gens étaient peut-être plus engagés. Alors, j'ai pas les chiffres, je sais pas si les gens sont plus ou moins engagés, par exemple, dans les syndicats, ou dans les associations, ou dans ce genre de choses, mais c'est ce genre de corps intermédiaire aussi, qui permettait une discussion entre le peuple, la population, et le gouvernement, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Ouais, je suis assez d'accord. Et surtout que ça s'est renforcé par l'aspect direct du sondage, c'est-à-dire qu'on va aller parler directement aux gens, mais on va plus attendre qu'ils forment une action collective pour s'exprimer, ce qui d'ailleurs sert beaucoup d'intérêt aussi économique d'une certaine manière. Et en fait, je sais pas, c'est une forme d'obsession aussi, on veut absolument connaître toutes les facettes de la société, peut-être parce qu'on le peut d'une certaine manière, parce qu'on a les moyens pour. Dans l'idée de si on peut savoir ce que pensent les Français du maillot de bain, une pièce ou 2 pièces, allons-y. Alors que ça sert, peut-être que quand on savait pas le faire, la question ne se serait pas posée, quoi. Et du coup, ça me fait encore penser à autre chose, qui est que est-ce que on l'a dit plus tôt, le sondage c'est un outil technique en fait, ça répond à certains critères, même si Bourdieu peut être critique parfois, il y a quand même ces entreprises qui font ça, il y a des critères de représentativité, des choses comme ça. Et moi, j'aime à penser que c'est pas totalement déconnecté, le sondage, avec toute une montée de la professionnalisation de la politique. De dire qu'en fait, maintenant, à l'époque, les gens qui faisaient de la politique dans le sens premier, c'est des gens qui aussi, alors selon les différents groupes sociaux, mais issus vraiment, il y avait des ouvriers, il y avait des gens de classe plus aisée, des bourgeois, etc. Aujourd'hui, la professionnalisation de la politique fait que la politique, c'est devenu un métier, en fait. Et c'est un métier qui demande des compétences. Et que parmi ces compétences, il faut savoir parler, il faut être technique, il faut savoir parler et faire parler les sondages, en fait. Et je pense qu'à une époque, effectivement, comme Sacha l'a dit, il n'y avait pas les moyens techniques pour faire ces sondages, etc. Mais que, aussi, à l'époque, je pense que les politiques n'étaient pas forcément en capacité non plus de traiter si on leur avait offert ça, quoi. Parce que, voilà, maintenant on a des écoles spécialisées dans la politique, dans la formation de personnel politique. Et je pense que je pense que c'est corrélé, on va dire, qu'il y a des rapports entre ces deux points. Surtout que moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu disais juste avant, sur la manière dont on voulait connaître la population, etc. Moi, je trouve que, je sais pas, peut-être que j'ai tort, mais je pense que dans certains pays, il y a un intérêt qui est beaucoup plus porté à justement l'avis de la population en elle-même. C'est-à-dire que peut-être j'ai pas vraiment d'exemple de pays en tête, mais peut-être que ça va parler à certaines personnes, mais dans certains États, le fait que par exemple 50% de la population soit contre un projet de loi, on va abandonner le projet de loi. Et il y a une forme on va quand même considérer l'avis des personnes qui se sont exprimées via un sondage, aussi mauvais ou mal construit soit-il, aussi technique et bresson soit-il formé. Et je trouve que paradoxalement, on n'a jamais autant fait de sondages, on n'a jamais autant cherché à contacter les Français, on n'a jamais autant cherché à les connaître. Pourtant, on les a jamais aussi peu écoutés, je trouve, dans la manière dont on produit la loi.
Ouais. et dans la manière dont on même l'exerce. Enfin, quand on voit que, même, on prend un exemple assez parlant pour beaucoup de gens, enfin, la réforme des retraites. Il y a eu beaucoup de sondages qui ont été faits sur est-ce que vous êtes pour ou contre. Pour le coup, c'est une question assez Oui. simple, c'est oui ou c'est non. Et c'était tellement... je pense que beaucoup de Français se sentaient mobilisés et, concernés par la question. Et il y avait des pourcentages délirants, je crois, plus de 80%, je sais plus. 96 pour les actifs, et après je sais plus à combien ça tombait en intégrant les retraités, en Oui, fait, voilà. ça diminuait, quoi. Oui, donc quand même, c'est une majorité écrasante, Oui. voire même une légitimité de fou. Enfin, surtout que c'était corroboré par plusieurs études, etc. Et c'était assez indéniable. Et pourtant, la loi, elle est passée, elle est appliquée, et elle n'est pas remise en cause par, en tout cas, les gens qui sont au pouvoir actuellement. Donc, il y a quand même ce truc de... est-ce qu'on se fout pas un peu de notre figure ? Enfin, c'est-à-dire que les sondages, ils servent vraiment des intérêts... en fait, ils servent le maintien d'un consensus qui préexiste Voilà. au même sondage, au sondage en question, et qui n'est pas forcément partagé par la population. Et en fait, la population peut limite être déviante de son propre opinion. Enfin, c'est un peu bizarre. Et du coup, alors, peut-être pas de conclusion, mais de mot de la fin presque, ça serait de dire que on a beaucoup parlé du sondage en lui-même, mais aussi beaucoup de ce qu'il y avait au-delà du sondage, de qui en parlait, comment c'était produit, quelles conséquences, parce qu'en fait, on se rend compte que le sondage, ça reste un outil. Ça reste un des moyens d'action dans un répertoire d'action de différents groupes mobilisés, et qu'en fait, je pense que pour vraiment comprendre et pour s'interroger sur un sondage qu'on voit, il faut poser un peu la discussion qu'on a eue, de se poser toutes ces questions du contexte, en fait. Et voilà. Et de dire que le sondage, ok, il veut dire quelque chose en lui-même, mais c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant. Oui. C'est tout ce qui entoure le sondage qui, là, pour le coup, je trouve, est vraiment intéressant dans l'analyse et dans une forme de recul critique aussi vis-à-vis de ce dernier, peut-être. Ouais, et moi j'ajouterais aussi pour conclure, moi je voulais conclure sur un peu l'abstention qu'on retrouve à la fois dans les sondages et dans le vote. Je dis pas que c'est forcément les mêmes personnes parce qu'on peut pas considérer que les abstentionnistes sont un groupe homogène aujourd'hui, et d'ailleurs je pense que ce serait une erreur à la fois politique et scientifique de le faire. Et mais cette idée que je pense, il y a des populations qui soit ne répondent pas au sondage parce que ils sont distants de ces pratiques, parce que c'est quand même, quand t'es une femme avec 3 enfants à charge, que tu fais les courses, que t'as tes sacs en main et que tu reçois un vieux mail de Ipsos qui te dit hey, en fait, quel est votre avis sur telle question, et c'est pas ton dos, t'es là, bon ok, tu réponds pas, et il y a cette idée qu'il y a toute une partie de la population qui n'est pas au-delà de qui ne s'exprime pas, parce que en fait il y a un aspect dans le vote. Genre, quand les gens ne vont pas s'exprimer, il y a une idée de quand même les personnes restent acteurs d'une certaine manière de leur choix ou non d'aller voter. Mais sur le sondage, il y a l'idée qu'on ne les interroge pas. Et donc en fait, ils sont pas considérés. Et donc je trouve qu'il y a des inégalités qu'on retrouve dans notre société qui sont des inégalités culturelles, sociales, économiques, etc. Si on prend les catégories de Bourdieu, parce qu'aujourd'hui elles sont augmentées du genre et des enjeux de racisme, etc. Et de l'intersectionnalité notamment. En fait, on retrouve dans les sondages des populations absentes et qu'on ne considère pas. Et en fait, si on les considérait, il y aurait des conclusions très différentes à tirer des sondages en question. Et c'est ça qui est aussi important comme élément de contexte, en fait. C'est, en fait... les gens qui n'ont pas les absents en fait, les absents qui en fait font souvent pencher la balance, parce que on peut pas s'enorgueillir d'avoir une idée de la société si en fait on met pas tout en œuvre pour effectivement interroger toute la société. Et en fait même je trouve que c'est même très orgueilleux de croire que c'est possible de le faire, et je pense que c'était la conclusion de Bourdieu en disant que l'opinion publique n'existait pas. Radio Sociaux, c'est fini pour aujourd'hui. Tu peux nous retrouver sur YouTube, sur Spotify et sur Instagram pour être à jour de nos dernières sorties.